Alors bonjour, bienvenue à ce séminaire LET 7605, questions de rhétorique. Mon nom est Luc Vaillancourt et j'aurai le privilège, le bonheur de vous accompagner tout au long de ce trimestre où mon principal souci sera d'essayer de rendre l'expérience pas trop pénible. On est en contexte pandémique. Je sais que c'est pas idéal, c'est d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue humain. Les circonstances font que tout est plus lourd, tout est plus compliqué, mais je vais essayer, autant que faire se peut, de rendre ça agréable. La première façon que j'ai trouvée, le premier moyen, c'est d'essayer de reproduire le plus possible l'expérience de la salle de classe. Alors, vous voyez derrière moi un fond d'écran qui reproduit une salle de classe de l'UQAC. Je n'y suis pas, je suis chez moi en ce moment. Il faut imaginer derrière moi un grand cerceau qui tient un écran vert. Alors, je suis sur une chaise qui a ce cerceau accroché derrière et si je devais enlever le fond d'écran, vous pourriez voir l'artifice. Vous allez voir que ce que ça nous permet de faire et je vais essayer des trucs tout à fait expérimentaux aujourd'hui. Ça pourrait achoper, ça va sans doute achoper, mais ce n'est pas plus grave, on sera pré-sinistré et après ça, ça ne pourra qu'aller mieux. J'ai toujours l'envie de pousser plus loin l'expérimentation, d'essayer de rendre les choses plus confortables. Un des moyens d'y arriver aussi, c'est un bon son. Alors, j'investis dans un bon micro, de l'éclairage et tout pour nous donner cette impression donc de proximité, de contact rapproché. On pourra faire comme si on était en classe ensemble et que j'étais là près de vous et je vous inviterai tantôt à vous déplacer, à venir plus loin du côté de l'écran où on va pouvoir présenter les divers documents. Tantôt, ce seront des présentations PowerPoint. Tantôt, ce seront des documents comme le plan de cours dont on va parler aujourd'hui. Car la séance d'aujourd'hui est consacrée essentiellement à ça, la présentation du plan de cours, et je ne vous retiendrai pas très longtemps, soyez rassurés. De manière générale, je vais essayer de présenter le cours d'un seul trait. Peut-être qu'une pause sera requise des fois, mais elle sera assez brève parce que la dynamique sur Zoom n'est pas la même que dans un cours ordinaire. On essaie de faire ça plus court d'abord. On ne fera jamais de cours de 3 heures. Ça serait vraiment antipédagogique. C'est assommant. On essaie de concentrer ça et on va essayer de terminer la plupart du temps avant l'heure du souper ou du dîner, selon l'expression que vous privilégiez, que vous employez vous-même. Et parce que je me transforme en monstre après 6 heures si je n'ai pas mangé. Alors, c'est dans l'intérêt de tous. Et je vais commencer avec cette première partie expérimentale et je vous demande d'être bienveillant et compréhensif parce que ça se pourrait que ça achoppe. Écoutez, quand Zoom prend la peine de dire que c'est expérimental, c'est que c'est vraiment expérimental. Ce que je veux faire d'abord, c'est partager ma présentation PowerPoint, mais pas de la même manière que d'habitude. Je veux la partager en fond d'écran, comme ça. Alors, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de faire un peu comme si on s'était déplacé dans la salle de classe et qu'on s'était mis à l'avant. Alors, je suis devant la classe, comme d'ordinaire. J'ai derrière moi une projection, comme je ferais dans le cadre d'un premier cours, d'une première rencontre. Et je vais présenter sur ce mur, cet écran virtuel, le plan de cours aujourd'hui. Et les semaines suivantes, je vais essayer de présenter comme ça le PowerPoint de la même manière. Alors, c'est un peu différent comme mode de fonctionnement. Il faut télécharger son PowerPoint par avance. C'est pour ça que c'est un peu risqué. Il est traité comme une série d'images et non pas comme un PowerPoint avec animation et toutes les options sophistiquées qu'on peut exploiter, intégration du son, du vidéo. Alors, c'est un peu bancal tout ça, mais ça devrait essayer, enfin, ça devrait nous permettre de trouver un semblant de normalité où vous vous imaginez en salle de classe devant, là, au premier bureau, en train de m'écouter et de regarder cette présentation-là. Alors, je vous invite aussi à redimensionner peut-être vos fenêtres. Moi, j'ai retenu ce mode-là où j'impose la vue à tout le monde, mais vous pourriez décider de couper complètement le fil vidéo. Vous n'avez peut-être pas envie de regarder les intérieurs de tout un chacun, ou peut-être que si,
c'est à vous de choisir. Vous n'avez peut-être pas envie de me voir en double. Et là, ça peut être possible pour vous de redimensionner la fenêtre et de choisir qui vous voulez afficher, votre image d'abord ou celle de l'ensemble du groupe. Ça ne paraîtra pas dans l'enregistrement. Alors là, on est en train d'enregistrer le cours. La seule image qui va paraître dans l'enregistrement, c'est celle que vous voyez dans la présentation PowerPoint, moi, là, en plein milieu de l'écran. On va vous entendre si vous intervenez, si vous posez des questions, mais on ne vous verra pas. Alors, je vous le dis tout de suite, pour l'instant, on ne vous verra pas. On ne vous verra que quand je sortirai la présentation, que je vous mettrai en mode grille. À ce moment-là, je vous inviterai souvent à allumer votre caméra parce que c'est plus convivial, parce que c'est plus sympathique. Mais sinon, vous pouvez très bien fermer vos caméras si vous trouvez que c'est pénible pour vous d'être en représentation. Et je le comprendrai tout à fait. J'ai participé à plein de réunions où je sentais bien qu'après quelques minutes, voire quelques secondes déjà, je commençais à me sentir regardé et on peut avoir chaud, on peut se sentir un peu intimidé et c'est correct si vous fermez votre caméra à l'occasion. Seulement, une des raisons pour lesquelles je procède ainsi et pourquoi j'ai voulu investir à fond dans ce mode-là expérimental, si risqué, c'est parce que ça me donne l'occasion de vous voir. En ce moment, j'ai dans ma fenêtre Camille, j'ai Tina, j'ai Ahmed, j'ai Amal, j'ai Raphaël, j'ai Kylian, Mathieu, etc., que je ne verrai pas autrement. Alors, j'ai essayé de toutes sortes de manières d'expérimenter au trimestre dernier et je n'ai jamais réussi à faire tout en même temps, c'est-à-dire que je ne peux pas présenter mon cours, lire mes notes de cours et vous voir à la fois. Mais là, avec ce mode-là, je réussis à le faire. Et ce contact-là, il est important pour moi. De vous voir là, de vous voir en train de participer au cours, là, ça me donne une énergie, une rétroaction qui devrait profiter à tous. En fait, j'espère être plus allumé, être plus présent et rendre l'expérience plus interpersonnelle, en tout cas, plus naturelle. Alors, c'est un peu mon ambition, mon souci aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter d'abord le plan de cours. Et ça, c'est un exercice obligé. C'est un contrat qui nous lie, hein, le plan de cours. Et si on est libre de changer des éléments aujourd'hui, on peut en discuter, on peut voter sur certains points. Après ça, c'est plus possible. Alors, il faudra vraiment s'entendre aujourd'hui pour voir si on accepte le contenu sans modification ou si on veut proposer des amendements. Je suis tout à fait ouvert à cette possibilité, mais au-delà du cours d'aujourd'hui, la rencontre d'aujourd'hui, ça ne sera plus possible. Alors, le plan de cours, il est également disponible sur le site Moodle. Normalement, vous devriez avoir reçu un code d'accès. Vous devriez disposer d'une adresse courriel UQAC. Et si vous êtes aujourd'hui si nombreux, 16, à participer, j'imagine que c'est parce que vous avez effectivement reçu les liens. Donc, je suis rassuré pour ça. Je vais communiquer avec vous de manière privilégiée par Moodle, par le module annonce. C'est une espèce de forum de discussion qui permet d'envoyer des messages, mais aussi des documents. Alors, ce sera le mode de communication privilégié. Ça va être important pour vous de relever vos courriels à l'UQAC. Si vous n'avez pas relié votre boîte UQAC à votre boîte UQTR ou UQAR, et je sais qu'il y a des possibilités de renvoi automatique. Si c'est possible, ça serait idéal pour être sûr de ne pas manquer des communications. Généralement, je ne vous inonde pas de messages, mais ça se pourrait que des fois, le jour du cours, je vous envoie en catastrophe un document dont on aura besoin et ce serait utile de vérifier dans votre boîte courriel avant la rencontre s'il n'y a pas un message qui est rentré sur le tard pour bien préparer notre séminaire, notre rencontre. Vous trouverez sur Moodle dans les prochaines semaines des documents qui vont s'accumuler, qui vont venir compléter les présentations, à commencer par les PowerPoint. Alors, au terme de notre rencontre, je vais charger sur YouTube l'enregistrement de la séance d'aujourd'hui, mais aussi sur Moodle, les PowerPoint, les présentations de documents, quels qu'ils soient. Le plan de cours est déjà là. Si vous êtes passé aujourd'hui, vous avez vu peut-être que je l'ai ajouté en catastrophe. Alors, le plan de cours, il sera. Il y a aussi des ouvrages qui vous sont proposés, des documents.
toutes sortes de liens éventuellement vers des sites web pertinents pour notre étude et toutes les modalités possibles de Moodle, éventuellement forum de discussion, seront à notre portée. Alors, on va essayer d'utiliser ça à fond pour rendre l'expérience vraiment très fluide et faire en sorte que vous ne souffrez pas d'aucune manière là, du contexte pandémique, du point de vue du cours à tout le moins, là, que ça ne vous pénalise pas dans l'accès aux ressources et la possibilité d'échanger les uns avec les autres et aussi, surtout, avec moi. Alors, on va commencer par la présentation du plan de cours. Je l'affiche comme ça. Vous allez voir, ça va être un peu plus gros après. Alors, imaginez qu'on est en classe et que je projette à l'écran le plan de cours. C'est ce que je ferais normalement. Je l'aurais aussi distribué. Vous l'auriez déjà entre les mains, mais mon mode de présentation préféré, c'est de le projeter à l'écran. Alors, vous avez là les renseignements essentiels. Il s'agit donc du séminaire LET 7605 qui porte le même sigle d'une université à l'autre. Ça, c'est pas trop mêlant. Question de rhétorique. Vous êtes le groupe 11. Et la plage horaire retenue pour les séances synchrones, c'est le mercredi de 16h à 19h. Alors, 16h à 19h, on ne se rendra jamais à 19h. À la limite, si je suis particulièrement inspiré ou on a des échanges vraiment emportés, passionnés, ça se pourrait que ça puisse aller jusqu'à 16h30, mais d'expérience, je vous dirais qu'on réussit à contenir ça assez facilement en 2 heures. Alors, on devrait être capable d'apporter un contenu complémentaire par la suite sur la plateforme Moodle, sur le web de différentes manières, sur YouTube aussi, Panopto éventuellement, des capsules complémentaires, des exercices, des ateliers. On verra à complémenter en tout cas notre propos de manière là, à rendre ça vraiment pas trop lourd, surtout. Alors, c'est le trimestre d'hiver 2011. Mon nom est Luc Vaillancourt, bien sûr. Mon bureau, ce n'est pas très pertinent de donner son adresse, mais quand même, à tout hasard, peut-être qu'un jour, vous passerez me voir. J'aimerais ça, vous rencontrer véritablement. Alors, au P4 1140, c'est au 4e étage du pavillon principal de l'Université du Québec à Chicoutimi. J'y suis d'ordinaire le mercredi de 13h à 16h, mais bien sûr pas en ce moment, c'est à peu près fermé. Et le jeudi de 13h à 16h. C'est dire que, j'ai gardé ces mentions-là, c'est que ça correspond grosso modo à mes heures de disponibilité. Si vous voulez un rendez-vous facilement et vous n'êtes pas certain là, de la plage de disponibilité idéale, ben, je vous le dirai tout de suite, c'est mercredi 13h-16h, jeudi 13h-16h. Vous avez de bonnes chances de pouvoir m'accrocher, c'est-à-dire que si vous sollicitez un rendez-vous dans ces plages horaires-là, il y a de fortes chances que je sois capable de me libérer. C'est possible aussi de demander un rendez-vous en dehors de ces plages-là. N'hésitez pas à le faire. Là, ça sera peut-être à négocier. Vous me proposerez une heure, je vous dirai si c'est possible, puis on s'entendra. Mais je peux très bien vous rejoindre et de différentes manières, par téléphone, par visioconférence aussi, sur Meet, sur Google, sur Skype éventuellement, la plateforme que vous préférez, voire FaceTime. J'ai toutes ces possibilités-là. Et il n'y a rien que d'ordinaire. On ne peut pas discuter qu'on aurait pu discuter autrement dans mon bureau. Alors, on voit bien que ce type de rencontre fonctionne aussi très, très bien. Là. Je l'ai fait au trimestre dernier. Et j'avais des rencontres individuelles, par exemple en création littéraire, et ce qu'on faisait d'ordinaire a très bien pu se faire là, sans difficulté. Alors, l'adresse que vous avez ici, c'est Luc, donc barre de soulignement Vaillancourt à commercialucac.ca, c'est mon adresse professionnelle. Je vous invite à l'utiliser, mais avec modération, s'il vous plaît, car en ce moment, je suis vraiment sollicité à outrance. Vous imaginez bien que tous étant virtualisés, toutes les communications se font par courriel. Je reçois, sans mentir, à peu près 50 à 75 courriels par jour, dont la plupart demandent une réponse. Alors, c'est extrêmement exigeant et ce n'est pas une mauvaise chose de m'écrire un courriel pour solliciter un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous vidéo. C'est plus confortable qu'un échange de courriel. Surtout que des fois, certaines personnes utilisent le courriel comme le texto. Alors, ils posent une question, on répond, ils posent une autre question, on répond, et ça peut devenir un peu fastidieux. Alors, je vous invite à me ménager, s'il vous plaît, et à vous ménager aussi, parce que ça peut être pénible aussi de voir sa boîte se remplir de messages de profs, et à ne m'écrire finalement que pour demander peut-être des entretiens ou poser une question ponctuelle.
Il y aura toujours possibilité, au terme des séances, de me poser des questions directement ou avant le début de la séance. On peut même se garder un petit moment après le cours pour discuter en privé, 2, 3 personnes ou une personne seulement. N'hésitez pas à solliciter des rendez-vous. Ça, c'est certain que ça me fait plaisir, mais les courriels, vraiment, il ne faut pas en abuser. Et évitez, s'il vous plaît, de m'écrire des courriels la fin de semaine. Je reçois des fois des courriels à 2 heures du matin le samedi. Et j'ai oublié de mettre mon téléphone en veille ou en mode nuit, justement, et ça me réveille et je me rends compte que c'est des étudiants qui me posent des questions. Et là, je me demande qui écrit à son prof le samedi soir à 2 heures du matin, en fait. Il faut vraiment être désespéré. Alors, essayez de vous reposer le week-end, vous aussi. Si vous m'envoyez un message, ce n'est pas plus mal que ça. C'est juste que je vous avertis, je n'y répondrai pas avant le début de la semaine suivante. Je reçois parfois des messages le samedi, même le vendredi soir, très tard dans la nuit, mais je n'y réponds pas à ce moment-là avant le lundi qui suit. Sinon, j'essaie de répondre le plus rapidement possible aux messages que je reçois, même si je suis inondé. Alors, on a quelqu'un qui s'ajoute. Je vais l'inviter à entrer dans la salle de classe. Alors, je passe à la prochaine diapositive, la page suivante, c'est la page 2 du plan de cours. C'est grosso modo la description de la table des matières. On ne va pas relire toutes ces rubriques puisqu'on s'apprête à les lire tour à tour. On va donc enchaîner tout de suite avec la page suivante, qui est la description du professeur. Alors, c'est un plan de cours un modèle qui m'a été proposé par l'administration. On nous demande de nous présenter et tout. Je trouve ça un petit peu bizarre puisque je viens de le faire en partie, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne connaissent pas tout le détail de mes intérêts de recherche et de mon cheminement. Alors, ça peut être utile de savoir à qui vous avez affaire. Donc, je veux bien me prêter à l'exercice et commencer par lire cette description du professeur. Luc Vaillancourt, donc, est professeur titulaire à l'Université du Québec à Chicoutimi, où il enseigne l'histoire littéraire, la création et la rhétorique. Alors, ma spécialisation première, c'est l'histoire littéraire. Et la rhétorique, c'est mon approche de prédilection. C'est ma méthodologie de prédilection, celle que j'emploie dans la plupart de mes travaux. Ces travaux portent principalement sur l'épistolographie humaniste. Ça, c'est l'art épistolaire à l'époque de la Renaissance, du 16e siècle essentiellement. Il a publié en 2003 à Paris, chez Champion, une monographie consacrée justement à la lettre familière au 16e siècle, contribuée également au collectif Élisane de Crène, l'écriture et ses doubles, paru chez le même éditeur en 2004 et dirigé le numéro 84 de la revue Tangence sur les postures et impostures de l'épistolographie humaniste à l'été 2007. Bon, tout ça, ça date un peu. Plus récemment, il s'est intéressé aux rumeurs et propagandes au temps des Valois. Ça a été publié en 2017 à Paris chez Hermann et aux voix autochtones dans les écrits de la Nouvelle-France, Paris Hermann 2019. Parce que c'est un de mes dadas aussi. Plus récemment, je me suis intéressé beaucoup aux cultures autochtones et à la rhétorique autochtone notamment. J'ai eu l'occasion de constater à travers mes études, à travers mes rencontres, à quel point il existe une pratique oratoire très forte, une tradition oratoire d'éloquence vraiment admirable chez les Autochtones. Et j'ai voulu me pencher là-dessus avec d'autres collègues qui ont pris part à un projet de recherche qui est devenu éventuellement une chaire de recherche. Alors, je suis titulaire de la chaire de recherche sur la parole autochtone à l'Université du Québec à Chicoutimi. On est en train de compléter un premier cycle de recherche et ça aboutit notamment à cette publication de Voix autochtones dans les écrits de la Nouvelle-France. Et c'est un sujet dont il sera question dans le cadre de ce séminaire, bien sûr, parce que ça fait partie de mes préoccupations, l'éloquence autochtone. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose que je vous en parle d'emblée, vous ne serez pas étonné, vous comprendrez d'où ça vient un petit peu. Alors, on est dans les remarques liminaires maintenant. Et là, c'est une citation que je prends de Mariana Tutescu, l'argumentation, introduction à l'étude du discours. Vous aurez l'indice bibliographique précise un peu plus loin dans le plan de cours. Je vous donne simplement le titre pour l'instant. Et on va commencer par ça pour bien ancrer notre problématique. Vous allez voir comment c'est tout à fait à propos en regard de ce qui va suivre. La renaissance de l'argumentation au 20e siècle, son retour en force pendant la deuxième moitié de notre siècle, s'explique par un terreau historique favorable. Elle est contemporaine de l'intérêt toujours accru pour la langue naturelle et sa logique.
D'une part, se multiplient les études sur le langage naturel et sur la logique naturelle, et ça, c'est surtout du côté de la linguistique. On se souvient de l'apport appréciable de Chomsky, Noam Chomsky à cet égard, et toute sa réflexion sur la grammaire générative, débouchant aussi sur la pragmatique et la théorie du discours, domaine dépassant l'immanence du langage par la prise en charge de l'énonciation, des facteurs situationnels, interactifs et intentionnels. D'autre part, les universités ont créé des enseignements axés sur la persuasion. Il existe de plus en plus de programmes où, non seulement en communication, mais aussi, bien sûr, en droit, en littérature, on enseigne l'art de l'argumentation, l'art de la persuasion. Et c'est, bien sûr, le but premier de la rhétorique. Alors, il y a, à n'en point douter, un intérêt marqué pour ça. Il y a des programmes en Europe, notamment, là, qui s'emploient à faire une large place à l'art de la persuasion, à l'étude des moyens de persuasion. Et ça, dans différents domaines, ce n'est pas seulement en littérature, pas seulement en droit, un peu partout en sociologie, en cultural studies aussi aux États-Unis. D'autre part, les universités donc, ont créé des enseignements axés sur la persuasion. La rhétorique connaît ainsi un nouveau souffle. De point de vue théorique, le 20e siècle se caractérise par le passage du paradigme issu des théories aristotéliciennes et de ses continuateurs romains au paradigme élargi d'une rhétorique épistémique et d'une théorie du discours conçue comme des modes de connaissance et d'influence des destinataires. Alors, on va se référer à plusieurs rhétoriques. Et tantôt, ce sera la rhétorique antique, dont je suis d'abord spécialiste, mais on va se rendre compte que vous en connaissez aussi des travaux sur la logique naturelle, sur le langage naturel, sur la linguistique, la pragmatique, la théorie du discours, qui sont aussi d'autres façons de concevoir, d'envisager la rhétorique, tout aussi intéressantes, tout aussi pertinentes, peut-être plus pertinentes encore pour nos préoccupations modernes. Et vous allez voir que très rapidement, à mon discours un peu poussiéreux d'historien, vous allez pouvoir ajouter votre propre contribution en disant oui, ben, c'est intéressant du côté de la logique formelle, il y a quelque chose d'équivalent et tout un chacun, vous serez appelé à contribuer en fonction de vos connaissances, de vos domaines de spécialisation, de vos méthodologies de prédilection et ça va nous permettre d'avoir un aperçu vraiment complet de ce que peut faire la rhétorique aujourd'hui. Alors, on commence donc par cette réflexion-là parce qu'elle montre bien que la rhétorique, ce n'est pas seulement cet art ancien qui remonte à Aristote, Cicéron et les autres, c'est quelque chose qui constitue encore un champ d'investigation important sur lequel on travaille, sur lequel on publie, pas seulement comme outil méthodologique, mais comme champ d'investigation, comme objet d'étude en soi. On cherche à développer ce champ de plus en plus et il y a un enthousiasme certain sur lequel on veut capitaliser dans le cadre de ce cours pour essayer de vous convaincre de l'intérêt de cette approche méthodologique notamment. Et j'en viens à ma problématique. Alors, c'est la diapositive suivante. L'énoncé de la problématique, c'est toujours bon de commencer par ça dans un séminaire. Le séminaire aura pour principal objectif de mettre à l'épreuve la pertinence de l'approche rhétorique aujourd'hui dans l'analyse d'un corpus littéraire. Ils sont nombreux ceux qui, depuis les interrogations formelles de Valéry et de Pollan jusqu'à la récupération par Genette d'une certaine rhétorique des figures, le développement avec Perelman d'une théorie de l'argumentation moderne ou la mise à profit de la notion d'éthos dans la sociologie de Bourdieu, qui s'interroge sur l'intérêt de revisiter la mère de toutes les théories littéraires dans l'espoir de récupérer la plus belle part de son héritage, quitte à dénaturer quelque peu son objet premier, résolument tourné vers la production. Alors, ils sont nombreux ceux qui, donc, se sont posé des questions sur ce que la rhétorique pouvait nous apporter comme éclairage dans l'analyse des textes littéraires, mais on a un peu perdu de vue ce que c'est que la rhétorique. Et ça tient à un divorce consommé en quelque sorte par la génération romantique, c'est-à-dire que depuis Aristote jusqu'à la fin du 19e siècle ou à peu près, on a enseigné de façon assez continue, presque toujours, la rhétorique. Ça faisait partie de ce cursus incontournable et les grands auteurs, à travers le temps, ont été formés à l'école de la rhétorique pour la production de discours. Bien sûr, ça avait une fonction pédagogique. On nous montrait comment produire des discours, mais aussi comment les analyser. Comment en rendre compte aussi.
Et c'est la mère de toutes les théories, mais c'est aussi la mère de la littérature, en quelque sorte, la rhétorique. Et c'est un peu dans cette perspective-là qu'on voudrait l'aborder. Seulement, il y a des gens pour dire que depuis ce divorce du 19e siècle dont je parlais, la génération romantique a rejeté la rhétorique, elle se méfie de la rhétorique, elle y voit un art mensonger, hypocrite, et le mot en grec pour désigner l'action rhétorique, c'est hypocrisis, justement. Alors, il y a de quoi à nous induire la suspicion. Hypocrisis, l'art rhétorique est un art du mensonge, de l'hypocrite, du faux-semblant. Et bien sûr, ça a suscité la méfiance, une levée de bouclier de la part de la génération romantique qui privilégiait plutôt l'expression lyrique individuelle, le génie individuel, et a rejeté donc cet enseignement. Ça a eu des conséquences pédagogiques. C'est-à-dire qu'on a suivi dans les universités, dans les collèges, ce mouvement et on a cessé tout d'un coup, après des siècles de pratiques pédagogiques, d'enseigner la rhétorique. Et ça l'a occasionné vraiment un choc brutal parce que privé de cet enseignement auquel s'étaient nourris les plus grands, on s'est retrouvé démunis devant le texte littéraire et il a fallu générer toutes sortes de théories nouvelles. Ça a été en même temps stimulant parce que ça nous a mené à réinventer le bouton à 4 trous. On s'est mis à essayer de rendre compte de la littérature dans d'autres termes, avec d'autres moyens, pour finalement se rendre compte, à partir de la moitié du 20e siècle, que finalement la rhétorique réussissait assez bien à le faire et que ce qu'on a fait en linguistique, en pragmatique, c'était déjà inclus dans l'approche rhétorique. Ça ne portait pas exactement les mêmes noms, ce n'était pas exactement la même chose, mais grosso modo, la rhétorique en rendait compte aussi. Alors, on s'est rendu compte qu'on s'était privé d'un apport réflexif très important, très significatif, et qu'au fond, ce n'était pas pertinent. Et parmi ceux qui vont ramener, qui vont réhabiliter la rhétorique, il y a des gens comme Gérard Genette, justement. Mais ce qu'ils font, Genette, Pollan, Perlman, Valéry et les autres que j'évoquais à l'instant, c'est qu'ils s'attachent à une partie seulement de la rhétorique, qui est la partie propre à l'élocution, propre au style. Alors, le style, c'est important, mais c'est qu'une partie de la rhétorique. Il y a toute une série d'éléments qui participent au processus rhétorique dont il faut aussi prendre connaissance, dont il faut aussi parler, qu'il faut prendre en compte certainement. Et nous allons nous assurer de nous mettre à niveau pour être capable de dépasser cette rhétorique des figures et de restituer la rhétorique telle qu'elle était enseignée auparavant, tout en l'amendant des apports de la théorie moderne. Parce qu'il ne faut pas rejeter ce qui s'est fait non plus. C'est très pertinent ce qu'on a pu faire comme progrès au niveau des interrogations du 20e siècle. Et en combinant les deux, vraiment, on arrive à quelque chose d'intéressant. Et l'effort théorique contemporain, même lorsqu'il cherche à s'affranchir des canons anciens, Aristote, Cicéron, Chrétien et les autres, les retrouve souvent malgré lui, la plupart des approches herméneutiques modernes ayant leur point d'origine dans les intuitions d'Aristote, Cicéron, Chrétien ou Hermogène. C'est très, très drôle pour quelqu'un qui a fréquenté beaucoup les anciens comme moi de lire les théoriciens du 20e siècle qui s'efforcent vraiment d'inventer des théories nouvelles alors que s'ils avaient pratiqué leur Chrétien ou leur Hermogène, ils se seraient rendus compte que ça avait déjà été fait. Alors, ils arrivent avec tout un arsenal un appareil théorique là, vraiment très, très lourd, mais en fait, c'est peine perdue. Il y a déjà des gens qui avaient pensé à ça avant. Ce n'est pas tout à fait neuf, mais bon, c'est rafraîchissant aussi d'avoir une nomenclature, un vocabulaire rajeuni, mais ce n'est pas toujours requis. Et ça aurait été plus pratique si les gens s'étaient donné la peine, finalement, de ne pas se priver de cet héritage-là. Pourtant, ils sont encore plus nombreux, ceux qui croient que la rhétorique est une science qui appartient au passé, sans doute pertinente pour les études classiques ou d'anciens régimes, puisque son enseignement à travers l'histoire vient légitimer une interrogation sur son incidence dans la composition. Alors, comprenez bien, là, il y a des collègues à moi et ailleurs un peu qui trouvent que la rhétorique, c'est intéressant pour un corpus historique, pour quelqu'un qui, comme moi, comme Claude Lacharité, comme Marc-André Bernier, travaillons sur des textes de l'Ancien Régime. Alors, ça tombe sous le sens que ces auteurs que nous étudions, qui ont été formés à l'école de la rhétorique, soient étudiés à l'aune de la rhétorique.
ça tombe sous le sens et ils sont tous d'accord pour dire oui, c'est une méthodologie tout à fait pertinente à propos. Mais quand on essaie d'appliquer une analyse rhétorique, nous, spécialistes de l'Ancien Régime, à un corpus contemporain, là, il y a souvent levé le bouclier des collègues qui disent « Ah, attendez, mais où est le rapport? Les auteurs contemporains n'ont pas été formés à l'école de la rhétorique. Vous n'avez pas le droit d'appliquer une grille analytique rhétorique. C'est arbitraire comme choix. Il n'y a rien qui suggère qu'ils ont été influencés par les parties de la rhétorique, par le procès rhétorique tel que vous le conceptualisez, etc., etc. Puis ça crée des accrochages. Bien sûr, on n'a pas besoin de connaître une théorie littéraire pour appliquer ces principes. On n'a pas besoin d'une formation en bonne et due forme en rhétorique pour faire usage de rhétorique. Tout le monde fait usage de rhétorique. Et cet argument-là est un peu absurde. Mais ça tient d'une méfiance généralisée de cette approche qui est un peu datée, encore frappée de suspicion, d'ignominie, parce que l'art, encore une fois, du sophiste, de l'hypocrite. Alors, ils résistent beaucoup, les collègues, et ils disent, ben, les belles heures de la rhétorique sont révolues. La rhétorique a pu avoir son utilité, son sens, autrefois, mais aujourd'hui, on est passé à autre chose. Et la théorie littéraire moderne est beaucoup plus apte à rendre compte de manière efficace des textes littéraires que la rhétorique. C'est ce qu'on avance comme contre-argument. Alors, donc, j'étais au milieu d'une phrase, sans doute pertinente pour les études classiques ou d'Ancien Régime, puisque son enseignement à travers l'histoire vient légitimer une interrogation sur son incidence dans la composition. Mais du moment que la génération romantique proclame son divorce avec la littérature, naît le sentiment chez certains que l'art oratoire n'a plus rien à nous apprendre sur le travail de l'écriture. Rien n'est moins certain, cependant, et malgré l'accent mis sur la dimension stylistique dans les études modernes, je vous parlais de Genette et l'accent mis sur les figures, notamment les figures de style, la rhétorique ouvre des voies d'investigation autrement plus fécondes, et notamment là où on l'attend le moins, c'est-à-dire dans l'étude de la fiction littéraire. Alors, c'est là l'enjeu principal de notre séminaire, et en même temps, le prétexte qu'on s'est donné pour parler de rhétorique, parce qu'il faut toujours un prétexte. On ne peut pas faire un séminaire sur un objet X, il faut problématiser tout ça, c'est nécessaire de trouver quelque chose qui accroche, et moi, ce que je vous propose comme problématique, comme hypothèse, c'est qu'il est possible de mettre à profit tout l'arsenal théorique, conceptuel de la rhétorique pour l'analyse des œuvres littéraires aujourd'hui et de le faire avec pertinence et de le faire avec profit. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une approche datée, ce n'est pas une approche révolue, ce n'est pas une approche réservée aux textes anciens seulement. On peut très bien aujourd'hui analyser les corpus contemporains à l'aune de la rhétorique et vraiment en tirer un maximum de profit. Et pas seulement des textes politiques, journalistiques, essayistiques, pas seulement de la littérature d'idées, mais aussi, surtout, de la fiction littéraire. Et c'est là la nouveauté. Et c'est là ce qui est éminemment contestable au vu de mes collègues. Ils sont bien d'accord pour dire, d'accord, la rhétorique, c'est possible de l'utiliser encore aujourd'hui de façon pertinente pour analyser un discours. Mais attendez, un roman, ce n'est pas un discours. Un roman, ce n'est pas une forme argumentative. Eh bien, on va essayer de développer l'idée que oui, un roman, c'est une forme d'argumentation qui vise la suspension de l'incrédulité, qui vise à nous embarquer dans une fiction, bien sûr, dans une histoire où tout dépend de notre degré d'investissement pour que ça fonctionne. Hein? Et on doit mettre en œuvre des procédés rhétoriques pour y parvenir, et la rhétorique est capable de les mettre à jour, de les dévoiler, ces procédés-là. Alors, c'est un peu le prétexte qu'on se donne. Et bien sûr, chacun d'entre vous a ses dadas, chacune aussi, et ses préoccupations, et vous dites, ben oui, bon, c'est pas mon truc, moi, la méthodologie rhétorique, je veux bien m'inscrire à ce séminaire, je veux bien le suivre parce que c'est requis, mais a priori, c'est pas compatible avec ce que je fais. Ben, je vais essayer de vous convaincre aussi du contraire, je vais essayer de vous convaincre qu'au contraire, c'est très, très pertinent et que vous pouvez y trouver votre profit, peu importe la problématique qui est la vôtre. On a parlé de toutes sortes de choses tout à l'heure en se présentant tour à tour. Eh bien, je fais le pari que chacun d'entre vous est capable de trouver un point d'ancrage, un point d'arrimage entre sa problématique, son corpus analytique pour son mémoire ou sa thèse de doctorat et la rhétorique et la problématique qu'on vient d'énoncer.
Alors, c'est ce pari-là qu'on fait à l'aube du séminaire et vous allez voir à la fin s'il il sera tenu. Moi, j'ai confiance. Ce n'est pas la première fois que je le donne et chaque fois, malgré les réserves de tout un chacun, on s'étonne de voir qu'on arrive à trouver des points d'ancrage, des arrimages possibles entre des théories, des textes qui, a priori, n'avaient vraiment pas rapport avec notre réflexion, notre préoccupation première, mais on y trouvait quand même des points d'ancrage. Alors, je passe maintenant aux objectifs généraux. J'enchaîne sur la page suivante et n'hésitez pas à intervenir n'importe quand. Il y a plusieurs façons de le faire. La plus simple, c'est d'utiliser la petite main levée. Vous avez en bas de votre fenêtre, normalement, la possibilité de réagir ou de lever la main, en fait. Et ça, c'est une façon d'attirer mon attention. Vous pouvez aussi ouvrir votre micro, mais c'est un peu plus brusque et ça peut surprendre, et simplement m'interpeller. Vous pouvez utiliser le chat. J'ai une notification qui apparaît et je vais voir si vous avez posé une question. Je vais voir la fenêtre de chat apparaître. Mais je vous prie de ne pas utiliser le chat pour discuter entre vous parce que là, je pense que vous m'interpellez personnellement et je peux me mettre à lire vos conversations pour me rendre compte, chemin faisant, que ce n'est pas du tout une question que vous me posez. Vous êtes en train de discuter entre vous. Alors ça revient un peu à s'échanger des papiers dans la classe. Pendant que je parle, je vous prierai d'éviter de le faire. Mais si vous voulez me poser une question, j'y répondrai volontiers. Je verrai la notification apparaître. Et plus le trimestre va progresser, plus vous serez appelé à intervenir. Alors, ce premier contact est un peu trop magistral à mon goût. On n'a pas l'occasion d'échanger encore, mais vous allez voir que je vais trouver toutes sortes de moyens de vous inciter à participer, à intervenir dans les prochains cours. Et ce sera bien sûr l'esprit du séminaire qui animera nos rencontres. Alors, objectifs généraux, vous avez ici invention et disposition. Alors, on va parler des différentes parties de la rhétorique d'une semaine à l'autre. Et bien sûr, le but, c'est de nous mettre à niveau. C'est qu'on n'a pas tous le même degré de connaissance de la rhétorique. Il y en a parmi vous qui connaissez un peu la rhétorique. Il y en a d'autres qui n'ont aucune idée de ce que c'est et qui m'écoutent avec attention en essayant de comprendre à quoi ça rime tout ça. Ne vous en faites pas, on va tous être au même niveau dans quelques semaines, le temps de passer en revue les éléments principaux là, pour bien comprendre en quoi ça consiste, la rhétorique, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut faire. Et avant d'analyser des textes, avant d'en parler, avant de faire des présentations, on va s'assurer d'avoir un minimum de connaissances là, communes qui vont nous permettre de procéder à des analyses, à des présentations, des discussions, sans quoi on serait un peu démunis. Alors, il n'est pas question de vous mettre à l'avant-scène, là, de vous mettre sur la sellette en vous disant « OK, oui, bon, voici, je vous partage un texte. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'invention dans ce texte. » Alors, si vous n'avez jamais entendu parler d'invention, ça va être difficile pour vous d'en rendre compte. Je vais vous donner les outils, les moyens pour commenter le texte de manière appropriée. Et au fil des semaines qui vont passer, vous allez voir votre arsenal de connaissances analytiques, rhétoriques va se gonfler considérablement. Alors, invention, disposition, ce sont deux parties de la rhétorique dont on va parler, élocution aussi, action, ce sont les quatre principales parties, les quatre présentées par Aristote, auxquelles on ajouterait éventuellement, dans la tradition rhétorique, la mémoria, la mémoire, dont on peut douter de la pertinence, parce que c'est quoi la mémoire? C'est cette partie de la rhétorique qui s'intéresse à la mémorisation du discours. Et on peut se dire, ben, oui, mais OK, pour l'analyse du discours, on peut comprendre comment l'élocution est intéressante, la mise en forme, l'invention, la recherche des idées, mais la mémoire, quelle pertinence ça peut avoir? Bien, on va voir que paradoxalement, ça peut être très pertinent aussi, ce qui a été dit sur la mémoire en rhétorique. Et on y reviendra, mais plus loin dans le trimestre. Approfondir l'étude de la rhétorique en tant que métadiscours, consacré à l'art de dire et de séduire, d'émouvoir et d'instruire, parce que c'est la définition qu'on donne de manière classique à la rhétorique. Avant d'être une science analytique, c'est une technique qui vise à la production de discours et à la génération de la persuasion. On cherche à persuader, on cherche à convaincre, on cherche à émouvoir, on cherche à instruire et aussi à séduire. C'est un art de la séduction, la rhétorique. Et on va en parler aussi dans cette perspective-là. Parce que la littérature opère une séduction. La littérature possède un pouvoir, un capital de séduction vraiment important dont elle se doit de jouer
pour capter l'attention des lecteurs et la conserver, cette attention. Alors, que signifie représenter en regard de la problématique générale de l'artifice oratoire? On va voir qu'on est toujours déjà en représentation. La rhétorique se préoccupe beaucoup de la notion d'action oratoire. C'est ni plus ni moins le moment où on livre un discours. Une représentation théâtrale est un moment d'action oratoire, mais on comprendra dans l'analyse qu'on est toujours déjà en représentation et même moi qui suis devant vous, je suis en représentation en tant que professeur qui doit garder un minimum de crédibilité, un minimum de sérieux. C'est pour ça que j'ai revêtu mon veston, ma chemise. J'ai failli mettre une cravate, mais j'ai dit là, ça sera un peu charrié. Donc, je dois projeter une image professionnelle. Je suis soucieux de ça. Je suis conscient de l'importance de ma crédibilité si je ne veux pas vous perdre, si je ne veux pas vous voir vous désinscrire au terme de la première rencontre. Alors, je suis conscient de ça, mais je suis aussi, quand je retourne dans ma famille et quand je suis avec mes enfants et quand je suis avec ma conjointe, je suis encore en représentation. Et on va se poser la question, est-ce qu'il y a une fin à ça? Est-ce qu'il existe un moment où on est tout à fait soi-même, où on s'exprime sans porter de masque, sans se préoccuper de ce qu'on pourrait penser, de ce qu'on a dit, de ce qu'on va dire. Et on va se rendre compte, et c'est un peu paniquant, qu'en fait, on est toujours en représentation et que peu importe le degré d'intimité, il y a toujours un masque de plus qui nous couvre et qu'il est impossible de tous les enlever. Alors, c'est un peu déroutant. Et même avec votre psy, même avec votre thérapeute, il reste encore un masque que vous n'êtes pas capable d'enlever. Et la rhétorique nous apprend ça. Comment les savoirs, qu'ils soient philosophiques ou scientifiques, investissent-ils cette représentation? Investissent-ils, oui, plutôt cette représentation? Comment les textes cherchent-ils à rendre le rapport sensible au monde? On s'interrogera là-dessus. Débat entre rhétorique argumentative et rhétorique des figures. On va voir qu'il y a deux écoles au 20e siècle qui sont entrées en rivalité. Celle animée par Perelman, qui est très préoccupée de la rhétorique argumentative, et celle animée d'autre part par Genette, qui, elle, se préoccupe davantage des figures. Mais on va voir que ce ne sont pas irréconciliables. En fait, c'est deux pans d'une même réalité qu'on va veiller à réconcilier. La rhétorique conçue dans les rapports qu'elle pose entre textes, d'une part, perception et passion, argumentation et figuration des savoirs, d'autre part. Alors, j'en viens à la méthodologie et à la formule pédagogique. Ça consistera pour l'essentiel, en tout cas pour les premières rencontres, en des exposés magistraux, mais très rapidement, on va encourager la participation. Je précise que ces exposés se font en mode synchrone d'abord sur Zoom à l'heure dite et asynchrone sur YouTube ensuite. Il y a d'autres possibilités comme Panopto, mais je me suis rendu compte après avoir télécharger du contenu sur les deux plateformes que personne n'allait sur Panopto, tout le monde allait sur YouTube parce que c'est plus commode, on a l'habitude de regarder les vidéos là. Alors, c'est là que vous allez retrouver sur ma chaîne les séances de chacune des semaines. Lecture dirigée, discussion. À partir des semaines à venir, en fait, dans les prochaines semaines, on va avoir une partie magistrale. Souvent, c'est la première moitié, où vous serez appelé à intervenir néanmoins. Là, vous pouvez n'importe quand m'arrêter, puis on peut ouvrir les micros et discuter. Mais il y aura une partie atelier à chacun des cours où je vais vous diviser en sous-groupes. Alors, vous avez peut-être fait l'expérience de ça, c'est magique. C'est comme si on était téléporté dans une autre pièce. Et là, on se retrouve avec des gens, on ne sait pas qui on va voir parce que souvent, la forme retenue, c'est les breakout rooms aléatoires. Alors, vous ne serez pas entre collègues de l'UQTR ou de l'UQAR ou de l'UQAC. Vous pourriez très bien être mélangés dans tous les sens. C'est possible aussi de déplacer des gens, c'est-à-dire que si à un moment donné, je veux entretenir la rivalité UQTR, UQAR, je pourrais faire des groupes vraiment orientés en fonction de votre appartenance à une institution. Mais dans les faits, la plupart du temps, j'essaie de privilégier donc des séances aléatoires où vous allez travailler en atelier, donc sur un texte. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire parvenir avant la rencontre un texte. Je vous inviterai à le lire parce que pas question de vous prendre par surprise, de vous dire, OK,
Vous devez lire ce texte, vous avez 10 minutes pour le faire et vous devez en tirer la substantifique moelle. Ça, on m'a fait le coup quand j'étais étudiant à McGill et ça m'angoissait au possible parce que je savais que j'allais devoir rendre des comptes devant toute la classe par la suite et je trouvais ça vraiment anti-pédagogique. Je ne le ferai pas. Je vous enverrai les textes pour lecture avant, libre à vous de les lire si vous voulez ou pas, mais je pense que c'est important et les ayant lus une première fois, quand ensuite vous devrez appliquer une grille analytique, ça sera beaucoup plus facile de le faire. Alors, vous serez plusieurs en équipe, 3 à 4 la plupart du temps, à vous pencher sur un texte et à l'analyser tantôt du point de vue de l'invention, tantôt de la disposition, tantôt de l'élocution, tantôt de l'action. Et vous aurez à nommer un porte-parole qui, au retour de la séance en breakout room, je ne sais pas c'est quoi le terme français, là. Mon truc est en anglais. Mon Zoom c'est divisé en groupe. Enfin, on dit division en groupe. OK. Alors, au terme de ce passage en groupe divisé, il y aura donc le porte-parole de l'équipe qui aura pris des notes pendant la séance de travail et qui va rendre compte du résultat de l'analyse du groupe. Alors, il y aura toujours quelqu'un, le plus à l'aise peut-être pour parler devant tout le monde. Il y en a qui sont plus timides et qui vont dire ouais, « j'aimerais mieux que ce soit toi qui t'en charge ». Alors, vous aurez la liberté de passer le bâton de parole à quelqu'un d'autre. Et donc, le porte-parole, le plus à l'aise, pourra rendre compte de l'analyse au nom de son groupe. Alors, après ces petites discussions en séance privée, on se retrouve tous dans la salle principale et on fait la lecture du texte et vous me rendez compte de votre analyse. C'est comme ça qu'on va développer ensemble une expertise analytique. Et bien sûr, on ne va pas travailler sur les mêmes textes. On ne sera pas en rivalité. Je ne vais pas vous demander d'analyser en 3 groupes, 3-4 groupes le même texte. Ça va être chacun son texte et on va développer des moyens, des stratégies pour dégager de ces textes vraiment l'essentiel grâce à la rhétorique. Et ça va être une occasion pour nous de recevoir une formation donc en analyse rhétorique qui va nous donner des compétences là, substantielles. Alors, le mode asynchrone permet aux étudiants de réaliser les démarches d'apprentissage qui leur sont proposées au moment qui leur conviennent, que ce soit pour consulter les ressources d'apprentissage mises à leur disposition ou pour interagir avec le professeur ou les autres étudiants. Alors, j'enchaîne sur la prochaine diapositive. Quant à la modalité synchrone, elle fait référence à des séances offertes en prestation virtuelle à des moments déterminés en faisant appel à la vidéoconférence. Les deux modalités peuvent aussi se conjuguer dans une même séance ou varier d'une séance à l'autre au cours du trimestre. Alors, c'est une définition qu'on nous proposait d'inclure dans les plans de cours, mais je pense que vous êtes tout à fait au fait désormais de ce que c'est qu'une présentation synchrone et présentation asynchrone. Et vous aurez compris que les cours se donnent à toutes les semaines, donc à cette plage convenue du mercredi, 16h à 19h, en mode synchrone et asynchrone sur YouTube dès le lendemain et parfois même dès le soir même. Là, je réussis à mettre la vidéo sur YouTube dès le soir, les heures qui suivent la présentation. Modalité de communication et d'encadrement. Le professeur se rendra disponible au besoin et même en dehors des plages annoncées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour répondre aux questions et discuter des travaux par l'intermédiaire de Zoom, Meet, Skype ou par courriel, voire au téléphone. Les messages envoyés aux heures normales obtiendront une réponse rapide, cependant que les courriels expédiés le week-end devront attendre au moins jusqu'au lundi pour un retour. 2 modalités d'encadrement seront privilégiées, le forum de discussion sur Moodle et le rendez-vous en ligne. Alors, ce que je voudrais faire pour le séminaire, c'est d'ouvrir sur Moodle la possibilité d'échanger entre nous. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait me poser une question, plutôt que de le faire par courriel, ou directement à moi seul, pourrait le faire à l'adresse de l'ensemble du groupe sur le forum et dire « j'ai trouvé quelque chose d'intéressant chez Jeunette, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre ouvrage qui pourrait m'aider dans ce sens-là? Je veux dire, je travaille sur l'analyse des figures, il y a figure 1, est-ce que Jeunette aborde la question de la même façon dans figure 2, figure 3, et puis d'autres, pas seulement moi, pourraient intervenir sur le forum Moodle et répondre à la question et vous dire, oui, effectivement, dans figure 3, tu vas trouver ton profit. Alors, ça pourrait être utile comme ça de pouvoir échanger entre nous. Mais sinon, si vous avez des questions directes à me poser, vous pouvez très bien passer par les moyens de communication que je viens de présenter.
Les dates importantes à retenir sont les suivantes. Le début du cours aujourd'hui, bien sûr, mais aussi la date limite pour l'abandon du cours sans mention d'échec, c'est le 22 mars 2021. Semaine de relâche, c'est le 1er au 5 mars. Alors, il n'y aura pas de cours cette semaine-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, bien sûr. C'est tout sauf des vacances. On aura sans doute des lectures à faire à ce moment-là et préparer notre communication finale. Date de fin de cours, c'est le 28 avril 2021. On poursuit avec le calendrier du cours. Alors ça, c'est ce qui nous attend les prochaines semaines. À commencer par la présentation aujourd'hui. Donc, première semaine, là, je n'ai pas du tout la bonne date. J'ai 8 janvier ici. Je me rends compte que je n'ai pas mis à jour mes dates. Oubliez ça, je vais faire une nouvelle version du calendrier. Je ne sais pas si c'est un moment de confusion ou si c'est parce que j'ai récupéré le calendrier la dernière fois. Ça se pourrait bien. Je pense que je l'avais donné à l'hiver. Donc, je vais changer les dates. Ça ne correspond pas, là. Pensez seulement aux semaines. Et souvenez-vous que nous sommes à la première semaine. La semaine prochaine, on va parler de l'éthos. On va discuter donc de cette partie de l'invention qui est très importante et qui nous permet d'apprécier l'image de soi qui est présentée par l'orateur ou par le locuteur, quel qu'il soit, dans un texte aussi. On va parler la semaine d'après du pathos et des émotions. Et vous allez voir que c'est un moyen puissant de persuasion et aussi qu'il est possible pour nous de lire un texte et de l'analyser en fonction justement des passions, des lieux pathémiques, des moyens, des stratégies employées pour susciter l'émotion chez le lecteur, chez l'interlocuteur. Il sera question d'argumentation à proprement parler davantage à la semaine suivante autour du logos. C'est une autre partie de l'invention qui concerne la dimension strictement argumentative du langage. Et vous aurez la semaine suivante le début des présentations. Alors, je vous rassure tout de suite, ce sont des présentations très brèves. Les premiers exposés, ce sont des exposés de 10 minutes qui visent à compléter un peu le travail que je fais. C'est-à-dire que moi, je vous présente un peu ce que c'est que la rhétorique, mais vous allez m'aider et vous allez lire des ouvrages, de la bibliographie, et vous allez en faire le compte-rendu. Dire aux étudiants du groupe, voici ce que j'ai trouvé de ce côté-là. Alors, ça pourrait être intéressant. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent l'approche féministe. Alors, c'est un livre qui parle justement de rhétorique et de féminisme. Alors, je crois que c'est pertinent et voici pourquoi. Et là, vous voyez le profit pour nous. Là. Vous nous renseignez, vous nous évitez d'avoir à lire tous les ouvrages dans la bibliographie et vous orientez un peu notre propos, notre réflexion. Et puis, je vous invite à y aller selon vos intérêts. Vous allez voir dans la bibliographie, il y a des titres qui vont vous interpeller, d'autres un peu moins. Précipitez-vous sur ceux qui vous parlent le plus et ça va être d'autant plus facile d'en faire le compte-rendu. Ceux qui sont pertinents pour votre propre recherche, vous travaillez la logique formelle, il y a des ouvrages de logique formelle, précipitez-vous là-dessus et vous pourrez donc faire un grand profit là, de cette présentation-là qui sera utile pour nous, pour le groupe, mais pour vous aussi. Alors, c'est un peu dans cet esprit-là que ça va se faire. On commencera, c'est un peu ségrégationniste mon affaire. Là. J'avais des gens de l'UQAR dans le calendrier de la dernière fois. C'est parce que je me déplaçais. Hein. J'allais donner quelques séances du cours qui se donnait en visioconférence. Il faut savoir que c'est des cours qui, traditionnellement, se sont donnés la plupart du temps en visioconférence. Alors, je me déplaçais à l'UQAR, je me déplaçais à l'UQTR et c'est pour ça que j'avais programmé les séances en fonction de ma présence là-bas. Je trouvais ça plus intéressant d'écouter des exposés live en présentiel plutôt que de les évaluer à distance. Mais là, ça tombe un peu. On va peut-être respecter grosso modo l'appartenance, l'affiliation des uns des autres parce qu'en termes de nombre, il va falloir parier que vous êtes plus nombreux à l'UQTR qu'à l'UQAR ou à l'UQAC et que de regrouper l'UQAC et l'UQAR pour la 5e semaine, ça serait intéressant. Mais on verra. Ça peut encore changer. Ce sera aussi sur une base volontaire. Les premiers volontaires pourront passer tout d'abord et jusqu'au dernier, le plus réfractaire du lot. Alors, je vais m'empresser de corriger le calendrier. Je suis vraiment désolé pour cette bévue-là. Je n'ai pas ajusté les dates. Je vais faire ça aujourd'hui et je vais m'assurer de verser sur Moodle avant la fin de la journée les bonnes dates. On poursuit néanmoins avec la 7e semaine où il sera question des enjeux de la disposition, où là, on va s'attarder plus spécifiquement à cette partie de la rhétorique qui se préoccupe de l'organisation du discours, de l'ordre du discours et comment cet ordre, cette organisation-là est déterminante et signifiante.
Et comment on ne peut pas simplement négliger cet aspect-là. Il fait partie de la stratégie argumentative et même dans la fiction narrative. L'ordre n'est pas indifférent. La façon qu'on choisit de raconter notre histoire a un impact déterminant, bien sûr, sur la réception. Enjeu de l'élocution, par la suite, 8e semaine, on va parler de style. Et ça, c'est la partie de la rhétorique que vous connaissez le plus parce que vous la travaillez depuis longtemps. Vous avez fait des analyses stylistiques, vous avez travaillé sur les métaphores. Au cégep, on vous a demandé de distinguer une comparaison, une métaphore, une métonymie éventuellement. Vous savez ce que c'est. Alors, on va parler des figures, justement, mais aussi de d'autres formes de figures, pas seulement microstructurales, comme la métaphore, mais des figures macrostructurales, comme éventuellement l'ironie, par exemple. L'ironie est une figure qui peut tenir un moment du texte, à l'échelle de la figure. Une phrase peut être ironique, mais un ensemble beaucoup plus vaste, un livre entier, peut être ironique. Pensez à Candide de Voltaire, qui est tout entier animé par cet esprit ironique. Donc, cette figure macrostructurale qui est l'ironie et qui agit sur l'ensemble du texte. On va parler de tout ça et vous allez voir, ça va être peut-être la partie qui vous est la plus familière, parce que vos études en littérature, en philosophie, éventuellement, vous ont disposé à ça. Relâche la 9e semaine. La 10e semaine, on parle des enjeux de l'action. L'action oratoire, et ça, c'est la partie donc de la représentation, de la performance oratoire. Traditionnellement, c'était cette section de la rhétorique qui se préoccupait de la livraison du discours. Comment est-ce qu'on va optimiser la livraison du discours pour que ce soit vraiment efficace et que ça ait un impact majeur. On va consacrer une seule période à la mémoire, dont on doutait peut-être tout à l'heure de la pertinence, mais j'insistais pour dire qu'au contraire, si, c'est très pertinent et ça sera autour de la 11e semaine. Après quoi, on va enchaîner les exposés. Alors, 12e semaine jusqu'à la 15e semaine, c'est une série d'exposés où vous serez appelés chacune à présenter une problématique. Là, on va discuter du contenu de ce devoir-là un peu plus loin et ça sera un peu plus long. Ça va prendre la forme, en fait, d'une communication. Alors, dans un colloque, quand vous prenez part à un colloque, on attend de vous une communication d'une vingtaine de minutes, voire une demi-heure, avec éventuellement une période de questions. Bien, c'est un peu ce modèle-là qu'on va reproduire. Alors, vous pouvez vous attendre à la rédaction d'un travail final qui ne sera pas si long que ça. Là, ça peut être une quinzaine de pages, mettons, que vous devrez présenter à l'ensemble du groupe. Alors, je vais vous dire en quoi ça consiste un peu plus loin, mais grosso modo, c'est à ça qu'il faut s'attendre. Enfin, la dernière semaine, vous avez la synthèse et la remise de la version écrite de l'exposé. Vous allez voir que les travaux font double emploi un petit peu. C'est-à-dire que vous faites une première présentation orale et que vous remettez après ça une version écrite et qu'il y a une partie de l'évaluation qui va porter sur la performance orale, oratoire, parce qu'on est dans un cours de rhétorique et ça tombe sous le sens. Et il y aura une partie qui va porter sur le commentaire et bien sûr l'analyse du contenu de votre communication. Alors, ça va se préciser un peu plus loin, vous allez voir. J'enchaîne avec la prochaine diapositive. Ce sont les évaluations. Et on précise ici qu'un bref exposé portant sur un ouvrage théorique est attendu. Donc, c'est le compte-rendu dont je parlais tout à l'heure. Cet exposé oral de 10 minutes doit porter sur un ouvrage, un chapitre d'ouvrage ou sur un article théorique qui concerne la problématique du séminaire. Il doit correspondre à un travail de 5 pages à remettre le jour de l'exposé. Et là, c'est possible d'aller en dehors des sentiers battus. C'est possible de ne pas trouver rien qui vous parle dans la bibliographie un peu plus loin et de venir vers moi pour dire, écoutez, j'aurais peut-être un titre. J'ai fait une recherche sur Google Scholar. J'ai cherché mon sujet, Boys Club, Martine Delvaux et rhétorique, et je suis tombé sur un truc. Ce n'est pas un livre, c'est trop récent pour qu'il y ait une monographie là-dessus, mais c'est un article assez substantiel qui me semble intéressant. Alors, vous pourriez très bien en faire une proposition et je suis généralement très accommodant. J'essaie le plus possible d'accepter les propositions, sauf si j'ai l'impression que ça va être casse-gueule. Si je sens que ça ne tient pas la route et que ce n'est pas pertinent pour notre problématique, je vais vous dire non, ça m'apparaît risqué.
Et l'idée, c'est de vous ménager, bien sûr, pour pas que vous risquiez de perdre des plumes. Alors, je ne fais pas ça pour vous mettre des bâtons dans les roues, c'est vraiment pour vous empêcher de vous casser le nez. Des fois, on a une idée emballante, mais on ne se rend pas compte que c'est en marge de la problématique. Et je ne voudrais pas que ça vous coûte des points inutilement. Il faut se rappeler que pour ce premier devoir, pour ce premier compte-rendu, on essaie de contribuer à la réflexion générale du cours. Oui, ça peut être en lien avec vos préoccupations, ça peut être en lien avec votre sujet, et on peut marier les deux, répondre à la problématique générale, mais en même temps réfléchir à notre projet de maîtrise de doctorat. Et idéalement, ça devrait être ça. Mais on ne peut pas aller complètement en dehors de la préoccupation du cours, qui est finalement de se demander dans quelle mesure la rhétorique peut éclairer notre analyse des textes littéraires. OK? Alors, ça, c'est important pour cet exposé-là. Cet exposé oral de 10 minutes doit porter sur un ouvrage, un chapitre d'ouvrage ou sur un article. Bon, j'ai lu. Il doit correspondre à un travail de 5 pages à remettre le jour de l'exposé. C'est-à-dire que le jour de votre présentation, je m'attends à recevoir aussi un courriel de vous où vous allez me transmettre votre devoir, ou mieux encore, sur Moodle, je vais ouvrir un espace qui va s'appeler remise des devoirs et vous pourrez me remettre, maintenant que j'y pense, c'est mieux comme ça parce que je peux vous renvoyer après mes commentaires sur le même forum. Vous pourrez rendre votre copie sur Moodle et recevoir les commentaires quelques jours après, voire 1 ou 2 semaines après. C'est selon. La notation fonctionne comme suit. Compte rendu de lecture, ça va compter pour 30 pour sa version écrite, si vous voulez, mais la présentation orale va faire aussi l'objet d'une évaluation. Alors, c'est un peu une double évaluation, vous me direz, mais ce n'est pas sans pertinence dans la mesure où ça serait important, puisqu'on s'intéresse à la rhétorique, de penser aussi à la performance. Et je sais que le cadre n'est pas idéal, mais en même temps, ce n'est pas si mal parce que vous pouvez très bien afficher votre texte à l'écran et le lire sans qu'on ait l'impression que vous êtes en train de le lire et y mettre du vôtre pour rendre ça vivant, dynamique, et vous serez à évaluer là-dessus. Maintenant, ce n'est pas la majorité des points, hein, c'est seulement 10 donc ce n'est pas grave si on se casse le nez, si on est timide, si ce n'est pas facile pour nous de prendre la parole en public. On va quand même aller chercher des points, ça ne sera pas la catastrophe, mais il y aura moyen de se rattraper avec la version écrite qui, elle, compte pour 30 Une communication qui applique la méthodologie rhétorique à un corpus contemporain sera le deuxième travail attendu, et ça, c'est pour la fin. Et ça fera l'objet d'une communication aussi, une présentation orale. Cette communication est d'une durée de 20 minutes, suivie d'une période de questions et de débats d'une dizaine de minutes. Alors, ce que vous allez faire, c'est qu'au terme de cette réflexion de tout le trimestre où on va s'être demandé est-ce que la rhétorique est une méthodologie pertinente dans les études littéraires aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut éclairer l'analyse de mon corpus? Est-ce que je peux employer des éléments de rhétorique et pas la rhétorique au complet? Là. Il ne s'agit pas de sortir l'arsenal analytique à chaque fois, c'est privilégier un aspect, par exemple. Je m'intéresse à l'éthos féministe. Tiens, qu'est-ce que la rhétorique peut me fournir comme outil pour analyser comment on se présente dans ce paradigme idéologique, dans cette posture. Qu'est-ce que la rhétorique m'enseigne ou qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre? Alors, on pourrait très bien le faire de cette manière-là et ça ne sera pas toujours sur des textes littéraires, des fictions nécessairement, mais de manière privilégiée, oui, ça serait des fictions, là, des ouvrages de fiction plutôt que de la littérature d'idées, des essais. Ça serait plus pertinent de le faire porter sur des romans. Alors, cette communication est d'une durée de 20 minutes, suivie d'une période de questions et de débats d'une dizaine de minutes. Elle doit correspondre à un travail critique relatif à la problématique du séminaire à remettre à la fin de la session, 10 pages, 10 à 15 pages. Hein. Ce travail peut être l'occasion pour l'étudiant de réfléchir à la problématique de recherche qui est la sienne dans le cadre de son mémoire de maîtrise ou de sa thèse de doctorat, à la lumière de la question générale des rapports entre l'invention littéraire et la rhétorique. La notation fonctionne un peu de la même manière que pour le premier, le compte-rendu. Une communication travail final qui compte pour 50 qui sera donc la version écrite que vous allez me remettre à la fin, et la présentation orale qui, encore une fois, ne compte que pour 10 Alors, ce n'est pas trop grévant si vous cassez le nez, ce ne sont que 10 Les critères d'évaluation, ça va être la clarté et la rigueur de l'argumentation, l'intérêt de la recherche effectuée, la justesse de l'expression. Est-ce que la diction est appropriée? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on vous entend clairement? Est-ce que vous projetez bien votre voix? Si vous avez un micro de qualité, ça ne devrait pas être un problème. Vous avez juste à monter un petit peu l'ampli. L'évaluation, donc la qualité de la langue peut représenter jusqu'à 20 dans la pondération de la note finale. Et là, la langue va être évaluée au niveau de l'écrit, mais aussi oral, si on se permet
dans la présentation orale, un ton familier, relâché, bien sûr, on risque de perdre un peu des plumes. Alors, je suis un amateur de style familier et j'ai travaillé là-dessus et c'est l'objet de ma thèse, mais ce n'est pas toujours à propos. Alors, on peut, dans des conversations entre nous, recourir à ce mode, mais en mode présentation, en classe, on va s'efforcer d'adopter un style soutenu, rigoureux, et ça fera partie des critères d'évaluation. Système de notation, conformément à une... Voici quelques informations sur quels sont les critères d'évaluation. Ça, c'est Google qui a cru que je l'interpellais. OK, Google, stop. Merci. C'est le malheur d'avoir un truc comme ça dans son bureau. J'ai essayé de fermer tous les appareils. J'ai débranché le téléphone filaire, l'imprimante, tout pour pas qu'il y ait du parasitage. Je n'avais pas prévu Google. Alors, les critères d'évaluation, c'est bon, je l'ai donné. Je vous présente, oups, ça c'est le calendrier, je reviens à l'arrière. Le système de notation, conformément à une résolution adoptée à l'unanimité le 22 septembre 2006 par l'Assemblée départementale des arts et lettres, les cotes se répartissent selon le barème suivant. Alors, c'est le même barème utilisé partout, là, à l'UQTR, à l'UQAR. Vous allez vous retrouver. Je donne les notes la plupart du temps en chiffres, mais à la fin, c'est traduit en lettres dans votre bulletin. Donc, si vous ne savez pas exactement à quoi ça correspond, 80 vous rapportez cette grille, vous savez que ça vaut B. Droit d'auteur et propriété intellectuelle du matériel. L'ensemble du contenu rendu disponible dans le cadre de ce cours est protégé par la loi sur le droit d'auteur. Apparemment, ça couvre aussi mes présentations PowerPoint. Il ne faudrait pas les partager. Je ne pense pas que personne voudrait distribuer ça ou faire circuler ça, mais il paraît qu'il faut qu'on s'en préoccupe. Et la politique relative au droit d'auteur de l'UQAC. Il est destiné à l'usage des étudiants dans le cadre de leur formation universitaire. Et ne doit pas être utilisé pour d'autres fins. Pour ce faire, les étudiants peuvent consulter lorsque disponible au téléchargement, en faire une copie uniquement pour leur usage personnel. Alors, ce sera possible effectivement de télécharger tous les documents du cours et aussi les présentations PowerPoint et aussi les vidéos. Vous pouvez très bien télécharger les vidéos, mais en faire un usage limité, enfin, seulement pour le séminaire. Le contenu ne peut autrement être téléchargé ou copié. Il ne peut pas non plus être reproduit, publié à nouveau, affiché, transmis, communiqué, diffusé, distribué, adapté ou modifié par quelques moyens. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai une attaque de lapsus, et ça va m'arriver, et que je trébuche, il ne faut pas faire une vidéo comique sur TikTok et le publier comme ça sans mon consentement. Ça ne serait pas très chic. Alors, c'est interdit. De plus, comme mentionné dans le manuel de gestion de l'UQAC, toute communication ou diffusion par l'entremise d'éthique, comme les ordinateurs portables, les cellulaires, les téléphones intelligents, les tablettes numériques, ne peut être faite sans la permission de l'enseignant. Ainsi, l'enseignement sonore ou visuel d'une activité synchrone l'enregistrement sonore ou visuel d'une activité synchrone par les étudiants est strictement interdit à moins d'obtenir au préalable une autorisation écrite du professeur. Enfin, c'est moi qui enregistre, donc ce n'est pas une question ici, mais bien sûr, quelqu'un, et ça s'est fait avec Zoom, peut prendre son téléphone ou une caméra puis enregistrer ce qui se passe. On vous demande de ne pas le faire, et notamment quand ça implique les autres dans les petites discussions que vous aurez. Il n'est pas question de faire des captures d'écran ou d'enregistrer. On respecte ce principe, ce protocole, donc que c'est strictement interdit. Service offert à l'UQAC. Je poursuis, mais ce n'est pas très pertinent, donc on va sauter ce truc-là. Sinon, pour vous dire qu'il y a un service aux étudiants qui peut vous fournir des ressources si vous avez des problèmes au niveau de la langue, vous avez besoin d'un accompagnement. Il y a des ressources qui sont disponibles en ligne. Il y a possibilité d'obtenir des aménagements si vous souffrez d'un trouble d'apprentissage ou, par exemple, vous êtes dyslexique et vous avez un déficit d'attention, des choses comme ça. Je suis très sensible à ça. Et je suis très ouvert à des aménagements. Alors, vous n'êtes pas obligé de passer nécessairement par l'administration pour obtenir des privilèges. Je pourrais vous accommoder si on en discute ensemble. Il n'y a pas d'examen prévu, donc pas question de doubler les heures pour l'examen. Ce n'est pas pertinent, mais il y aura peut-être d'autres moyens de vous accommoder. Il y a des gens qui souffrent, par exemple, de syndrome de timidité chronique, qui pourraient vouloir trouver un moyen de faire l'exposé qui serait moins traumatisant. Il y aura moyen d'en discuter, mais il ne faut pas que ce soit des demandes un peu frivoles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander de faire son exposé tous et chacun en privé avec le professeur. C'est seulement dans des cas gravissimes là, où ça induirait des tensions et une angoisse là, insurmontable. Vous avez la politique contre le harcèlement et la violence.
je prends la peine de le lire, de la lire, cette politique, parce qu'il y a eu des cas d'harcèlement et ça m'a beaucoup chagriné à l'Université du Québec à Chicoutimi, harcèlement psychologique, entre autres. Je pense que c'est important de rappeler la politique et notre intolérance par rapport à ça. L'Université du Québec à Chicoutimi s'est dotée d'une politique afin de prévenir et de faire cesser le harcèlement et la violence. L'université favorise un milieu propice à la dignité et à l'estime de tous les membres de la communauté. L'université désavoue toute forme de harcèlement et de violence parce qu'il constitue une atteinte aux droits de la personne. Tous les membres de la communauté universitaire ont droit à un milieu de travail d'études exempt de harcèlement et de violence. Application de la politique, toute forme de harcèlement et de violence est prohibée. Tout membre de la communauté universitaire a le devoir de s'approprier la présente politique et de saisir le comité institutionnel contre le harcèlement et la violence, le responsable du bureau de réception des plaintes ou les personnes ressources de toute situation qui jugent en contravention de la présente politique. Pour en savoir plus, vous avez des liens que vous pouvez suivre. Et la violence, elle peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être une violence verbale, ça peut être une violence psychologique. On sera très sensible à ça. On est fragiles les uns les autres en ce moment, dû aux circonstances que vous savez, que vous connaissez. Alors, on ne va pas ajouter à ça avec d'autres formes de violence. Exigence de formation, c'est la prochaine page. Il y a l'application à la politique, mais bon, je l'ai déjà lu, ça. Exigence de formation, 20 des points attribués aux travaux et examens sera réservé pour noter la qualité du français. Les travaux devront se conformer aux règles établies dans le guide de présentation des travaux de recherche. C'est le même sensiblement d'une université à l'autre. Vous allez voir que je ne fais pas de zèle. Je vous demande une page de présentation pour votre compte-rendu, votre travail final, votre communication, mais le protocole bibliographique peut varier à quelques degrés près, puis c'est pas à quelques virgules près, et ce n'est pas si grave que ça. C'est-à-dire qu'à l'UQTR, vous pouvez avoir un protocole un peu différent de l'UQAC et vous ne serez pas pénalisé pour autant. Vous n'avez pas à vous coller, à vous ajuster à notre protocole. Vous utilisez celui qui est commun chez vous et pour votre mémoire de maîtrise ou votre thèse de doctorat. Et ça sera tout à fait correct. De même pour la mise en page de la bibliographie, je ne m'attends pas à ce que vous adoptiez un protocole qui est celui de l'UQAC, MRLE ou autre. Vous reproduisez les modèles qui sont en usage chez vous. Règles concernant maintenant le plagiat, je vous fais grâce de ça. Ça fait des années qu'on vous dit en quoi ça consiste et vous savez qu'on a maintenant des outils très puissants pour détecter le plagiat comme Pilatio qui permet de passer n'importe quel texte à l'analyse et obtenir le pourcentage d'originalité ou le pourcentage de plagiat. Alors, on peut avoir des résultats fabuleux comme ce texte est à 88% plagié. Et là, on nous dit où ça a été pris et c'est formidable à quel point c'est efficace et étonnamment rapide en fin de compte. Alors, ça ne vaut pas la peine d'essayer, bien sûr. Vous risquez d'être expulsé du cours et de vous retrouver avec la note 0. Règle de présentation des travaux. Les travaux remis devront se conformer donc au guide de présentation d'un travail universitaire. Grosso modo, c'est ce que vous faites chez vous. Pour les informations, vous pouvez suivre les liens, certainement celui de la bibliothèque LUQAC qui vous montrera notre protocole si vous n'êtes pas certain de celui que vous voulez employer. Règles concernant les retards dans la remise des travaux, qu'il soit ici précisé qu'à moins d'une entente explicite avec le professeur et pour des motifs sérieux, la date de remise des travaux est impérative et qu'une dérogation à cet effet entraînera une pénalisation de quelques 10% des points par semaine de retard. Vous avez ensuite la bibliographie. Et là, c'est important parce que ça touche à votre porte-monnaie. Alors, ça va vous intéresser de savoir qu'il y a un seul ouvrage obligatoire, une seule lecture obligatoire, c'est Françoise Desbordes, La rhétorique antique, L'art de persuader, Paris Hachette, 1996, ça date un peu, mais c'est un ouvrage formidable pour qu'on puisse se mettre à niveau tous et tout en même temps. Et rapidement, parce que je vais le faire à travers mes présentations magistrales et vous, à travers vos comptes rendus, vous allez nous faire avancer, mais pour qu'on soit vraiment au même niveau, ça nous prend une lecture supplémentaire. Alors, ça va être notre manuel pour le cours et ça va être important de se le procurer rapidement. Maintenant, il est disponible en livre électronique sur Amazon pour Kindle, entre autres. Vous pouvez le trouver au format PDF en cherchant un petit peu. Vous pouvez le commander chez Renaud Bré ou une autre plateforme de votre choix. Sympathique et essayer de privilégier des trucs québécois, locaux, c'est mieux pour notre économie. Il y a possibilité aussi déjà de vous le procurer en version prêt. À date d'expiration, cependant, j'ai placé sur Moodle des exemplaires en EPUB. Ça, c'est pour lecture sur iPad ou sur tablette du genre Kobo.
et aussi sur votre téléphone cellulaire si vous voulez vous arracher les yeux. Vous avez aussi le format AWZ, ça c'est pour Amazon Kindle, qui est là sur le site Moodle. Si vous allez dans le répertoire lecture obligatoire, vous allez trouver le livre de Françoise Desbordes. Et vous avez pour les moins nantis, qui n'ont pas les moyens de se payer une tablette électronique, un Kindle, vous avez aussi le format au PDF. Alors, vous pouvez télécharger le PDF. Mais voilà, ce sont des livres à conseil comme mis en réserve, c'est-à-dire qu'ils vous sont prêtés et qu'ils ne sont pas pour la distribution. Normalement, ils seraient accessibles en bibliothèque seulement pour consultation sur place. Mais bon, dû au contexte actuel, on va les rendre disponibles de cette manière-là. Mais idéalement, par égard pour l'auteur et pour les droits d'auteur, je vous demanderai d'acheter le volume. Et donc, ce sera seulement pour peut-être les premières semaines pour pouvoir lire rapidement le texte, que vous pourriez utiliser ces versions à date d'expiration. Mais rapidement, il faudrait avoir une copie de l'ouvrage pour vous-même, pour votre propre usage. C'est quelque chose qui serait utile, je pense, pour la suite de vos études. Et c'est un livre qui ne coûte pas très cher, surtout dans sa version électronique. Donc, je vous demande de le faire et je m'en remets à votre sens de l'éthique. Voilà. Ouvrage de référence, maintenant, c'est à la page suivante. Vous avez un certain nombre de titres et ce sont les titres qu'on va privilégier pour le compte-rendu. Alors, vous pourriez tout de suite dire « Ah, ben moi, je connais Jean-Michel Adam, j'ai déjà travaillé, j'aime beaucoup, j'aime me précipiter là-dessus. » Et plus tôt vous me contactez pour me dire « Ah, moi, j'aurais envie de faire mon compte-rendu sur tel sujet, plus tôt, il y a des chances, plus il y a des chances que ce texte vous soit réservé. » J'ai eu par le passé des gens qui se sont rués sur Ruth Amossi et là, je devais dire « Ben non, excusez-moi, vous êtes le troisième à demander Ruth Amossi, il va falloir trouver quelque chose d'autre parce que tout le monde semble vouloir ne parler que de Ruth Amossi. » Alors, regardez ça rapidement pour déjà, dans les prochaines semaines, venir vers moi par courriel ou au terme d'une présentation et dire « Monsieur Vaillancourt, moi, j'aimerais faire mon compte-rendu sur, Jean-Michel Adam, l'argumentation publicitaire. Ça m'intéresse, ça m'interpelle, puis je pense que ça serait pertinent pour le cours. » Enfin, s'ils sont là, c'est parce que ça serait pertinent pour le cours, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est pour ceux qui n'ont pas d'inspiration. Mais ceux d'entre vous qui sont les plus inspirés peuvent très bien sortir de cette liste et donc aller sur Google Scholar et faire une recherche qui vous permettrait de rapprocher un petit peu votre préoccupation première, celle de d'écrire un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat, et aussi de faire œuvre utile pour le séminaire. Donc, vous êtes libre d'aller en dehors de ça pour me faire une proposition. Mais il faut toujours passer par moi pour valider ce choix. Alors, Jean-Michel, dans le récit, c'est très intéressant, encore très pertinent, même si ça a été écrit en 1924. Le même Jean-Michel Adam avec Marc Bonhomme, l'argumentation publicitaire. Ruth Amossi, stéréotypes et clichés. Alors, Ruth Amossi a fait beaucoup pour les études de rhétorique. Elle a grandement contribué à la crédibilisation de cette approche, tant au niveau linguistique que littéraire, je dirais. Donc, ça peut être très pertinent pour notre étude d'aller de ce côté-là. Si vous ne la connaissez pas, c'est quelqu'un d'intéressant, mais souvent, ces travaux, c'est des collectifs. Alors, c'est rarement des ouvrages, des monographies. Alors, c'est plusieurs articles colligés, donc ça peut être difficile de rendre compte d'un ouvrage qui est composite, qui est fait de différentes contributions. Et à ce moment-là, vous pourriez choisir de ne présenter qu'un des textes à l'intérieur de celui-là, de faire le compte-rendu d'une seule contribution, ce serait peut-être plus facile, et de choisir à ce moment-là celle qui vous parle le plus, qui vous interpelle, qui est en lien avec votre sujet. Amossi encore, image de soi dans le discours, la construction de l'éthos. Très pertinent, mais là, vous voyez, elle était dite, donc ce n'est pas une monographie, c'est un recueil d'articles, de contributions de collaborateurs divers. Amossi encore, l'argumentation dans le discours politique, littérature d'idées, fiction. Il sera beaucoup question de politique dans le cadre de ce cours parce que c'est l'endroit où je vais le plus facilement puiser des exemples. Je vais m'inspirer de l'actualité dans les prochaines semaines. Je vais parfois vous parler d'arguments de mauvaise foi et étonnamment, ça va m'amener à parler de, je ne sais pas, Trudeau ou Macron ou encore Donald Trump et trouver dans l'actualité des illustrations de ces sophismes, par exemple, et ça sera pour illustrer un petit peu de manière vraiment prégnante là, en quoi consistent ces procédés. On va se rendre compte que ce qui vaut pour la politique vaut aussi pour l'analyse littéraire. C'est juste une façon commode de trouver des exemples.
parce que ce n'est pas tout le monde qui a lu, je ne sais pas moi, Voltaire. Je peux bien vous parler de Voltaire à vous saouler, mais si je vous parle de quelque chose qui est dans l'actualité en ce moment, la procédure de destitution de Donald Trump, par exemple, ben, ça va peut-être vous parler davantage, parce que c'est dans l'air du temps, on en parle beaucoup, et puis c'est là que j'aime pour puiser mes exemples. Donc, il sera question beaucoup de politique. Marc Angenot, Dialogue de sourds, traité de rhétorique antilogique. Très intéressant. Tout ce que fait Marc Angenot est vraiment superbe. La rhétorique à Irénius, alors là, c'est un texte ancien, OK? C'est un texte qui date de l'Antiquité. Je ne vous conseille pas nécessairement de le choisir pour le compte-rendu, quoique ça peut être intéressant aussi. C'est certainement pertinent pour notre objet. Michel Aquien, Georges Molinier, le dictionnaire de rhétorique, ça, c'est un ouvrage de référence, mais on ne peut pas faire un compte-rendu d'un dictionnaire. Imaginez, c'est un dictionnaire avec des rubriques alphabétiques. Je vois mal comment on pourrait faire un compte-rendu pertinent de ça. Quoique, il y a certaines parties plus longues, des fois des 3 pages sur les lieux, où on pourrait exposer quelle est la théorie sur les lieux en rhétorique, à quoi ça rime tout ça. Ce n'est pas exclu non plus. Vous pouvez faire preuve d'invention. Aristote, rhétorique, ça aussi, ça date un peu, mais c'est toujours pertinent. Roland Barthes, l'ancienne rhétorique, ça, c'est un moment où Roland Barthes a redécouvert la rhétorique. Il s'est mis à enseigner à ce propos. Et il s'est rendu compte que c'était encore d'une pertinence incroyable, à sa grande surprise, à sa grande stupéfaction. Il commence avec un vademecum sur l'art rhétorique pour lui-même, d'abord un aide-mémoire pour ses cours et tout. Il se rend compte que, ma foi, tout ce que la théorie moderne fait ou cherche à faire, la rhétorique le faisait déjà, mais dans des termes archaïques qu'on s'emploie à moderniser, à remplacer par des mots qui nous parlent davantage aujourd'hui. Alors, c'est intéressant quand même de revenir aux sources de cette révélation, de ce moment d'épiphanie de Roland Barthes qui redécouvre la rhétorique au XXe siècle. Wayne Booth, Rhetoric of Fiction, ça peut être intéressant aussi si vous lisez l'anglais. Readings in Rhetorical Criticism de Burghardt. Vous avez Cicéron, c'est aussi sa date, l'orateur de l'orateur. Emmanuel d'Amblon, La fonction persuasive, Anthropologie du discours rhétorique. Démétrius, c'est aussi un texte ancien. Gilles Leclerc, L'art d'argumenter, Structure rhétorique et littéraire, édition universitaire 1992. Oswald Ducrot, Topoi et formes topiques, ça c'est très, très pertinent pour notre étude. Michael Allcroft, Rhetoric, Readings in French Literature. Vous avez Alsal, L'art de convaincre, c'est très intéressant. Et voici quelqu'un qui a trouvé le moyen de réactualiser la rhétorique aujourd'hui. Alors, c'est un livre qui est peut-être dur à se procurer. L'enjeu pour vous, ça va être de pouvoir aussi mettre la main sur ça facilement. Un des moyens d'y parvenir, alors que la plupart des bibliothèques sont fermées, ça sera, encore une fois, de passer par Google Scholar et de faire des recherches sur des PDF, par exemple. Il y a certains des articles qui sont annoncés ici qui sont disponibles en PDF comme ça. Alors, vous pouvez les télécharger et les utiliser pour votre présentation de cette manière-là. Il y a d'autres plateformes où vous pouvez vous procurer les livres, mais il faudra éviter d'avoir à acheter des livres à moins d'être sûr qu'ils vous seront utiles. Hermogène, la rhétorique, c'est de l'Antiquité aussi, mais ça peut être pertinent. Michael Kearns, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Rhetorical Narratology, ça peut être intéressant. Marc Fumaroli, le grand classique de l'âge de l'éloquence rhétorique et res literaria, mais attention, c'est une brique. Ça d'épais. Je ne suis pas sûr que vous avez envie de vous lancer là-dedans pour un compte-rendu, mais vous pourriez isoler une partie. Vous pourriez très bien faire, je ne sais pas moi, un topo sur un seul chapitre de Marc Fumaroli. Joël Garde-Tamine, qui a écrit un très, très beau livre sur la rhétorique. C'est très pédagogique et c'est propre à vous faire comprendre rapidement en quoi ça consiste, quelles sont les possibilités de la rhétorique pour l'analyse littéraire. Alors, ça peut être intéressant d'aller voir de ce côté-là. Kerbrat Orecchioni, Catherine, l'énonciation de la subjectivité dans le langage. La même Kerbrat Orecchioni a consacré un ouvrage à l'implicite. Là, je me rends compte que je n'ai pas changé de diapositive. Excusez-moi, j'avançais et je vous ai laissé tomber un petit peu. Alors, on ne voyait pas grand-chose, mais bon, vous allez les retrouver dans le plan de cours que je vais remettre à jour très rapidement après notre entretien. Vous avez Dominique Magnaud, qui est de plus en plus populaire. Il a signé de nombreuses contributions très, très pertinentes. On l'a même reçu dans le cadre de nos journées d'études de l'UQ à Québec. Il était venu nous entretenir. Alors, initiation méthode de l'analyse du discours, ça peut être très intéressant à analyser, même si ça date un peu.
Michel Meyer, logique, langage et argumentation. J'aime beaucoup Meyer, il fait des choses très intéressantes. Ce n'est pas toujours facile à lire, cependant, mais c'est très pertinent. Principia Rhetorica, une théorie générale de l'argumentation, c'est un Belge, si je ne m'abuse, là, vraiment très, très actif, très dynamique, qui a publié des choses vraiment très pertinentes. Alors, Perlman, Chaim et Albrecht Titeka, la nouvelle rhétorique, traité de l'argumentation, ça date du milieu du 20e siècle, mais c'est toujours d'actualité. Le même Perlman a écrit l'Empire rhétorique. Ça peut être intéressant pour toute la dimension argumentative de la rhétorique. Quintilien, Platon, c'est pour les curieux de l'Antiquité. Reboul, c'est plus proche de nous. Vous avez Introduction à la rhétorique, qui est un petit bijou de simplicité et d'éloquence. C'est très facile de lire ça et c'est très utile. C'est encore une fois une espèce d'aide-mémoire sur la rhétorique, quelles sont les parties essentielles, en quoi ça consiste, comment on procède à une analyse des rhétoriques, etc., etc. Et vous avez, je me penche un peu pour ne pas cacher le texte, vous avez Rob Rieux, Jean-Jacques, Rhétorique et argumentation, Paris, Armand Collin. Vous avez encore quelques titres, Seyfried notamment, La rhétorique des passions, dans les romans de l'enfance de Régent Ducharme. Alors, vous voyez qu'il y a des fois des textes qui sont beaucoup plus pointus dans leur analyse. Là, on parle de la rhétorique des passions, mais dans les romans d'enfance de Régent Ducharme en particulier. Donc, ça peut être intéressant aussi d'aller de ce côté. Et vous allez voir, des fois, vous allez trouver des articles en ligne, des PDF qui portent sur un auteur, votre auteur, par exemple, et qui, par miracle, ont adopté une approche rhétorique. Donc, précipitez-vous là-dessus. Vous allez être beaucoup plus à l'aise de répondre à des questions sur des auteurs que vous connaissez, sur des corpus que vous connaissez et qui sont doublement pertinents pour notre propos et pour votre réflexion. Vous avez Tacite, c'est aussi assez ancien. Vous avez Terrasse, Jean Terrasse, Rhétorique l'essai littéraire. Ça date, mais c'est toujours pertinent. Et enfin, Luc Vaillancourt, mais là, faites-moi pas ça, ça serait un moment de vanité insupportable que quelqu'un me présente en exposé un compte-rendu de mon livre. Je ne l'ai pas mis pour ça et je refuserais de toute façon si vous deviez le choisir comme sujet, mais c'est pour vous dire que c'est une approche rhétorique que j'ai adoptée dans cet ouvrage. Et si vous voulez vous donner un aperçu de ce que ça donne, l'analyse rhétorique appliquée à un corpus épistolaire, ben voici un ouvrage qui pourrait vous être profitable. C'est pour ça que je l'ai placé là. Il y en a d'autres que j'ai consacrés à la parole autochtone que je pourrais aussi vous présenter. J'en ai dit quelques mots en introduction, mais je pense que le plus pertinent pour notre étude, c'est vraiment celui-là, c'est celui que j'ai écrit sur la lettre familière au 16e siècle, qui est vraiment l'endroit où j'ai dû me familiariser moi-même de manière empirique avec la rhétorique. C'est-à-dire que j'ai commencé ma thèse avec une idée très abstraite de ce que c'était que la rhétorique et j'ai eu un mal de chien à me faire une idée claire de ce que c'était. Et je l'ai fait sur le tas, cette idée-là. Ça s'est construit pas à pas dans l'errance, dans l'itinérance, dans l'erreur et le retour à la copie constant parce que je me trompais, je m'enfargeais dans les concepts. Et je voudrais vous éviter ça. Je voudrais faire en sorte que ce séminaire, cette présentation, vous rende la rhétorique limpide, qu'elle soit pour vous claire dès le début, alors qu'elle ne l'a jamais été pour moi. Et je ne suis pas le seul. Là. J'ai eu des entretiens des fois avec des collègues qui, lisant mon livre, ont dit « Mais bon Dieu, bonsoir, comment vous faites pour résumer les choses de façon aussi synoptique? C'est chouette. Moi, j'y suis jamais arrivé. » Je dis « Si vous saviez ce que ça m'a coûté avant d'arriver à quelque chose d'à peu près cohérent, il a vraiment fallu des années de lecture dans tous les sens pour arriver à présenter ça de manière cohérente. Et ça tient au fait que l'enseignement de la rhétorique a été abandonné au 20e siècle et qu'il faut maintenant qu'on se forme soi-même. Il n'y a plus vraiment de spécialistes capables de nous prendre par la main et de nous accompagner aujourd'hui dans l'apprentissage de la rhétorique autrement qu'à travers ces cours, ces séminaires. Ce séminaire a été donné par le passé par des grands collègues à moi que j'estime profondément, comme Claude Lacharité de l'UQAR, qui est vraiment, à mon sens, un des plus grands intellectuels canadiens. Et j'exagère pas, je ne dis pas ça pour lui jeter des fleurs seulement.
C'est vraiment un bonhomme formidable. Et en plus, c'est un chic type, ce qui n'est pas donné à tous les intellectuels. Et la même chose pourrait être dite sur un pied d'égalité à propos de Marc-André Bernier. Ces deux sont des puits de science que j'admire profondément. Et vous êtes moins chanceux parce qu'au lieu d'avoir un cours de ces deux-là, vous avez un cours avec moi. Je vais essayer quand même de livrer la marchandise, mais vous auriez été mieux servi sans doute par ces deux-là. Vous pouvez toujours sauter votre tour et vous reprendre dans 3 ans ou 2 ans avec Claude et Marc-André. Mais sinon, vous devrez vous contenter donc de moi pour ce trimestre où je vais essayer de faire du mieux, de mon mieux en fait, pour rendre ça limpide et pertinent pour vous. Alors voilà pour ça. Ça, c'était la présentation du plan de cours. Et ce que je vais faire souvent dans nos présentations, c'est que après cette introduction dans la salle de classe virtuelle où on entre dans l'espace comme si on était à l'université, comme d'habitude, je vais vous inviter à vous rapprocher du tableau. Je vais présenter les documents, les textes, mais aussi des présentations PowerPoint. Et ça ne sera jamais aussi dense que là. Là, je vous ai présenté un document, un plan de cours. C'est ultra dense. Ce n'est pas très pédagogique de ma part. Je vais essayer d'aérer ça de façon plus agréable les fois d'après et m'arranger pour que ce soit lisible aussi au visionnement ultérieur. Mais on allait à l'essentiel et de toute façon, vous allez avoir ce document sous les yeux, sous la main assez prochainement. Alors, je vais jouer avec Moodle et je vais essayer, pas Moodle, avec Zoom, et je vais essayer d'en tirer le meilleur parti. Et un des trucs que j'aime faire quand j'aborde un sujet, et c'est vraiment un gadget, là, mais je suis un petit peu geek sur les bords, c'est de vous amener, vous promener un petit peu dans les lieux dont on va parler. Quand il sera question de la Grèce antique et qu'on va parler des premiers orateurs, ben, je vais vous amener en Grèce antique. Et je vais changer d'arrière-plan comme ça. Et là, paf, du coup, on quitte la salle de classe, on se transporte dans un contexte qui n'est pas accessoire, qui est pertinent parce que on parle de la Grèce antique, ben, ce n'est pas une mauvaise idée de se situer dans les lieux et les lieux de la pratique et de l'éloquence notamment. Et les forums étaient des lieux de pratique et les temples aussi de pratique d'éloquence. Alors, ça va être intéressant pour nous pour contextualiser notre propos. Et aussi pour nous changer un petit peu d'air parce qu'on a besoin de respirer un peu et sortir à l'extérieur va nous faire le plus grand bien. Surtout qu'à partir de 20 heures, c'est interdit désormais. Alors voilà un peu ce que je me propose de faire, jouer avec les possibilités qui nous sont offertes par Zoom, mais c'est très expérimental tout ça et ça va accrocher parfois. Je vous le dis tout de suite et je m'en excuse, mais vous comprenez que mon souci, c'est de rendre ça le plus agréable possible pour vous pour compenser pour toutes ces difficultés. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires pour terminer cette rencontre qui s'est étendue quasiment sur 2 heures? Je m'en excuse, mais voilà, quand je suis parti, je suis difficile à arrêter. Alors, je vais arrêter l'enregistrement et des fois, les questions fusent à ce moment-là. Alors, je vais commencer par vous dire le bonjour, donc formellement à la caméra, et ensuite, on aura peut-être l'occasion d'échanger quelques mots sur des questions de détail. Alors, merci. Au revoir.